Mais laquelle a été la plus douloureuse entre 2016 et 2022? Un murmure dans la salle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Avant de commencer, je vais vous dire ce que je faisais à votre âge. Il faut se mettre quand même 40, 45 ans en arrière. J'ai réussi mon baccalauréat, certains d'entre vous vont le passer dans quelques temps. Je n'étais pas une star, mais j'étais un plutôt bon footballeur. Et puis il y avait une autre chose à l'époque qui existait, c'est le service militaire. Je n'étais pas obligé de le faire tout de suite après le baccalauréat, mais il m'avait semblé que si j'étais débarrassé de ça, je pouvais faire autre chose après. Et j'ai fait des études de prof d'éducation physique. Et une fois diplômé de prof d'éducation physique, je suis passé professionnel à 22-23 ans. Ce qui n'est pas du tout les parcours que font les joueurs aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai eu malheureusement un grave accident de voiture qui a stoppé ma carrière. Et je suis passé entraîneur de club, entraîneur adjoint. J'ai aussi beaucoup voyagé, je suis allé en Turquie, je suis allé au Sénégal, en Afrique, beaucoup en Afrique. Probablement que dans votre vie active, vous ferez plusieurs métiers. Probablement que dans votre vie active, vous aurez des décisions à prendre. Et quelle que soit la décision que vous prenez, il ne faut jamais laisser tomber quoi que ce soit. Il faut toujours avoir cette force mentale de rebondir. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous parler de l'équipe de France. Je vais vous parler de ceux qui accompagnent l'équipe, de ceux qui sont dans les coulisses et surtout vous dire qu'est-ce qu'ils font. Je voulais surtout leur montrer qu'il n'y avait pas simplement 11 joueurs sur le terrain et quelques joueurs sur le banc de touche, mais qu'il y avait aussi toute une organisation en coulisses avec le staff médical, avec l'intendance, avec la sécurité, avec la presse, etc. Enfin, tous ceux qui, avec la cuisine aussi, sans oublier, tous ceux qui composent le staff, et que ces hommes de l'ombre, ils avaient aussi une part importante dans les succès actuels. C'est quoi un staff? C'est 20 personnes autour de Didier, autour du sélectionneur, avec un staff technique, 4 personnes. C'est le staff technique le plus réduit du monde. Il n'y a pas une équipe nationale qui a un staff technique de 4 personnes. C'est 7, 8, voire un peu plus. Ensuite, on a un staff médical de 6 personnes. Avec le docteur Franck Le Gall, et un ostéo et 4 kinés. Et un autre élément qui est important pour les kinés, c'est que souvent les joueurs, ils se livrent beaucoup sur une table de massage. C'est pas pour ça que les kinés font de la délation, c'est pas du tout ça. Mais quelquefois on a quelques infos qui nous sont importantes pour la suite, pour la conduite de l'entraînement dans la semaine. Ensuite on a des fonctions support. Tous ces gens-là vivent au quotidien avec les joueurs pendant les rassemblements. Donc ils sont aussi importants que les joueurs. Et tous ces gens-là, ça doit représenter une force, et les joueurs, c'est une autre force, et ça doit aller vers le même objectif qui est de gagner les matchs, et d'aller le plus loin possible dans la compétition. On a un team manager qui s'occupe de tout ce qui est administratif, 2 intendants, plus un représentant de Nike qui est au milieu, un chef cuisinier, l'importance de la nutrition pour les joueurs de haut niveau, l'équipe communication, et ensuite l'analyse vidéo, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. C'est eux qui dérochent les matchs et qui font des montages sur les adversaires, sur nos joueurs aussi, sur nos matchs également. Donc on a beaucoup de relations avec eux, l'analyse vidéo, et sont assez proches du staff technique. Ensuite, il faut entretenir des liens avec l'extérieur. Ça, on ne s'imagine pas de l'extérieur ce que ça représente. On voit les joueurs jouer, on voit Kylian, on voit Ousmane, on voit etc. Et on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire. Et la première chose, c'est le lien avec la fédération. Voilà, l'importance du couple sélectionneur-président.
Il y a un soutien des services de la fédération, il y a le service marketing. C'était très instructif, j'ai beaucoup aimé, ça fait longtemps que je joue au foot, ça fait très plaisir aussi de savoir qu'est-ce que c'est le football au haut niveau et qu'est-ce que c'est d'être entraîneur. C'était complet, en fait on parle beaucoup à la télé des joueurs et justement c'est bien de voir que derrière il n'y a pas que des joueurs, il y a tout un collectif et même s'il n'a pas parlé de toute la FFF, il a parlé de tout le staff et je trouvais ça assez complet. Quand il a montré tout le staff, ça m'a vraiment très intéressé parce que personnellement ça m'intéresse pas mal de vouloir, dans le monde du foot, pas forcément professionnel, mais d'encadrer, que ce soit des plus jeunes ou pas, une équipe. Alors ensuite, il faut constituer un groupe. Comment on choisit les joueurs? Alors, on les choisit en observant les matchs. Ce que je trouvais intéressant, c'est comment ils recherchaient les joueurs. Que du coup, ils allaient beaucoup sur le terrain, ils envoyaient des entraîneurs et tout ça. Et je trouve ça bien de voir que, même si dans les journaux, on parle beaucoup de data, de percentiles, de stats, tout ça, que notre équipe de France, elle reste terre à terre et qu'elle va voir des matchs en fait. Donc on a une liste à peu près de 50 joueurs, à peu près, qui est ouverte. Et il peut y avoir des joueurs qui rentrent dans cette liste. Et on en choisit 20, 22, 23, 24, 25, 26. Le nombre augmente à chaque fois pour les compétitions. Alors bien sûr, quand on observe des matchs et quand on fait des listes, c'est écrit, choisir dans le football c'est éliminer. On est bien obligé d'éliminer les joueurs, même si c'est les bons joueurs. Ça fait partie du boulot, on est obligé de le faire. Et qu'ensuite, il y a beaucoup d'entretiens individuels pendant les rassemblements. Tout ça pour que on identifie bien les leaders du groupe. Et les joueurs qui sont capables de s'exprimer sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a des joueurs qui sont capables d'avoir du poids. Le capitaine a du poids. D'autres joueurs peuvent avoir du poids. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont remplaçants n'ont pas de poids. Et c'est important d'avoir le pouls de l'équipe avec les cadres de l'équipe. Puis, je suis à votre écoute. Une question. C'est quoi la PMA minimum pour... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Il y a des joueurs à, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, la VMA c'est la vitesse maximale aérobie, il y a des joueurs à 17, il y a des joueurs à 21. Il y a des joueurs qui ont un talent énorme et qui n'ont pas un gros volume de jeu. Voilà. Mais à l'arrivée, ça fait quand même des très bons joueurs. On peut améliorer cette PMA, on peut l'améliorer, surtout à votre âge. Est-ce que Clairefontaine, c'est aussi un pôle espoir? Oui, tout à fait. Du pôle espoir de Clairefontaine sont sortis de très grands joueurs. Thierry Henry, sorti de Clairefontaine. Kylian Mbappé, sorti de Clairefontaine. Il y a d'autres pôles espoirs en France, suivant les régions. Parce que là ça a été réfléchi comme ça, le pôle espoir. C'est-à-dire que les joueurs, il ne fallait pas les éloigner de trop de leur famille. Donc du lundi au vendredi, ils sont à Clairefontaine. Ils ont une scolarité normale et un entraînement quotidien. Et le vendredi, ils rentrent chez eux et ils jouent dans le club. En général, ils sont dans la région parisienne, puisqu'il y a d'autres pôles espoirs à Toulouse, il y en a un en Bretagne, il y en a un dans le Nord, il y en a dans l'Est, mais il y en a dans toutes les régions pour ne pas éloigner les jeunes de 12, 13, 14 ans de leur famille. Vous faites comment pour analyser les performances d'autant de joueurs? Vous avez parlé d'une liste de 50 et en plus vous devez regarder d'autres joueurs qui montent. Donc vous faites comment pour avoir toutes les performances des joueurs autant nombreux? Dans un week-end, du vendredi soir au dimanche soir, mon épouse est là, elle pourrait vous le dire, je regarde une quinzaine de matchs à peu près, quand je me déplace pas. Et Didier pareil. Donc voilà, et puis après on se concert pour savoir qu'est-ce qu'on pense de l'un, de l'autre, etc. Plus Franck Rabiot qui s'occupe des gardiens de but et Cyril qui donne un coup de main aussi. Alors l'intérêt d'aller sur le stade, c'est qu'on a un champ visuel, un champ périphérique important. Alors que à la télé, vous voyez ce qu'il y a à la télé. Dans la tribune, vous avez le langage corporel du joueur qui est à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, vous le voyez. Et ensuite, on les voit, on les revoit, on confronte aux data. Vous donnez combien d'importance sur le critère du caractère du joueur et s'il va bien rentrer dans l'équipe? C'est un élément important.
Mais c'est pas parce qu'il a un caractère, ou on va dire un fort caractère, qu'on va pas le prendre. Mais il faut qu'il soit capable de respecter les règles de vie. Savoir la ponctualité, savoir le respect, etc. Unité de groupe, état d'esprit, mindset. Comment vous faites justement pour gérer le changement de génération, par exemple entre 2018 et 2022 ou 2026 avec le départ de Lloris, Griezmann, Giroud et Varane? D'abord, dans une génération, à un moment, tout a une fin, quoi. Tout a une fin. Lloris, il a arrêté un moment, Olivier Giroud, il a arrêté, Antoine, pareil. On se prépare à ça. C'est-à-dire qu'on regarde en amont, on regarde quel joueur pourrait remplacer tel joueur, quel joueur pourrait remplacer Giroud, quel joueur pourrait remplacer Lloris. On avait Maignan qui était déjà là, etc. Depuis 2024, il y a 8 joueurs qui sont pas titulaires mais presque, qui ont intégré l'équipe. Barcola, Doué, Cherki. Ces joueurs-là sont des joueurs qui sont aujourd'hui soit titulaires, soit tout près d'être titulaires. C'est parce qu'on les a beaucoup observés. Et aussi, c'est parce qu'il y a un formidable réservoir en France. Formidable. En plus, l'énorme avantage de la génération Z, là, vous faites partie aussi de la génération Z, c'est qu'ils sont capables de s'expatrier. Dembélé, il est parti à 19-20 ans, il est parti à Dortmund. Cette génération-là, votre génération, et là, mais c'est la génération qui s'expatrie et qui s'expatrie bien. Vous avez perdu 2 finales avec l'équipe de France, mais laquelle a été la plus douloureuse entre 2016 et 2022? Un murmure dans la salle. Parce que c'était en France, la 2016 a été plus douloureuse. Mais, s'il n'y a pas 2016, on ne gagne pas 2018. Beaucoup de joueurs de 2016 étaient en 2018, les Pogba, les Kanté, les Griezmann, etc. Ils étaient là. C'est pour ça que c'est important, l'expérience, c'est important. Et donc c'est pour ça je pense qu'on a gagné 2018. Depuis notre tournée aux États-Unis, là, qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines, on a battu le Brésil, battu la Colombie, je ne rencontre que des gens qui me disent « Alors, on va l'avoir la 3e étoile ». Mais la France n'a jamais été bonne dans le confort. Jamais. Donc, il faut qu'on arrive à retourner tout ça, qu'on garde nos forces, mais avec beaucoup d'humilité. Bien sûr, j'ai regardé, j'ai vu les dates, c'est pile au moment du bac, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et je vais voir aussi entre la France et l'Allemagne aussi d'être pas séparé entre les deux. Mais je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder le foot et c'est le principal. On vous parle souvent des finales perdues, mais enfin une défaite plutôt marquante. Et enfin la défaite à l'Euro, quand vous perdez au tir au but face à la Suisse, qui était enfin l'une des plus grosses, enfin des illusions, la France très favorite à cet Euro. Comment vous adressez à votre groupe pour rebondir et quelques mois après battre l'Espagne en finale de Ligue des Nations et remporter un titre? La défaite existe dans le foot, même avec des bons joueurs. Et donc, l'important c'est de rebondir derrière. Vous aurez dans votre vie active, vous aurez des échecs. Et il faudra rebondir. Il faudra avoir le mental pour rebondir. Et non pas regarder par terre. Il faut se réunir et se mettre au travail. Il n'y a pas 36 façons de réussir dans la vie. Il faut aimer ce qu'on fait et se battre. Déjà, ça nous ouvre aux métiers qui existent parce qu'on voit beaucoup médecins à l'hôpital, on voit profs de sport et en fait on voit que les études qu'on peut faire, elles sont pas fermées à que ce qui est dit dans les études et finalement beaucoup plus loin. Avoir un apport extérieur, ça apportait vraiment beaucoup de choses en dehors du cycle scolaire et d'avoir un apport pour notre vie à venir. Non, je les ai trouvés très réactifs et avec des questions très intéressantes. Je pense que c'est à faire encore plus régulièrement quand c'est possible. Ce sont des jeunes qui vont rentrer dans la vie active dans quelques années. Donc c'est important aussi de leur raconter ce qui est possible. C'est important de leur dire aussi que
On peut perdre, mais l'important c'est le rebond. L'important c'est le mental pour rebondir. Il y a le travail, il y a le collectif, et puis à un moment il y a un petit peu de chance, ça. Il en faut. Mais rien ne remplace le travail.